Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... But tonight, we are learning more about the SoCal fur community. A member of the fur community who didn't want to go on camera told me dressing up in animal cartoon costumes allows the socially awkward to interact with each other. Some can use their fursonas to engage sexually. Des histoires étranges de l'ère numérique. Depuis les années 90, une communauté de gens qui aiment personnifier des animaux de peluche prend de l'ampleur. On les appelle les furries. Plus les années avancent, une sous-culture se développe au sein des furries, réunissant des gens mal intentionnés, adeptes du sadisme envers les animaux. Réunis dans des univers bien cachés sur Telegram ou encore sur VRChat, ces gens ont créé tout un écosystème où s'échange du contenu inapproprié ainsi que des liens vers de véritables chambres de torture sur le web. Suivez-nous dans cet épisode incroyable où, encore une fois, les internautes contribueront à exposer au grand jour un réseau de criminels envers les animaux. Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va bien, parce que, entre autres, j'ai l'impression qu'on attaque un épisode d'anthologie. Oui, c'est ça. Aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait plusieurs saisons qu'on discute de cette histoire-là. Le fandom des furries, les gens qui, en fait, c'est des gens qui, la plupart sont des amis des animaux, c'est des passionnés, des gens qui aiment aller dans des conventions, se déguiser avec des costumes, parfois qu'ils font eux-mêmes. Ouais. Il y a un brin de culture do-it-yourself là-dedans, DIY, mais évidemment, comme on est à Distorsion, on va s'attarder un peu au côté sombre des furries. Puis on risque aussi, au fil du temps, de peut-être aborder d'autres fandoms. On l'avait déjà fait avec la maison Final Fantasy. Si vous avez jamais écouté cet épisode-là de Distorsion, je me rappelle plus c'est dans quelle saison, mais je pense que c'est un de nos épisodes d'anthologie, justement. Oui, vraiment. Un de ceux que vous nous dites à quel point ça vous avait marqué. Justement, on s'était attardé à ça. On avait parlé des Orbiters aussi, hein, dans le cas de Bianca Devins, des gens qui gravitent autour de camgirls ou de streamers sur Twitch. Mais là, ce soir, justement, vu qu'on est à Distorsion, on va aborder le côté sombre des furries parce que vous allez voir, c'est quand même assez troublant. On va aborder des sujets quand même assez touchés, assez délicats. Trigger warning, vous êtes à Distorsion. On le dit pas à chaque fois, mais bon, il y a toujours des trigger warnings dans nos épisodes. Si vous vous lancez dans un de nos épisodes, vous savez que bon, ça risque d'être peut-être de brasser parfois. Mais aujourd'hui, on va parler entre autres de violence envers les animaux. Donc, je sais que certains sont sensibles. On est tous un peu sensibles à ce sujet-là. Donc, on vous le dit maintenant, mais ça risque d'être très intéressant. Puis encore, on veut pas rentrer dans la généralisation. Il y a sans doute des furries qui nous écoutent. Hein? Nous, en fait, on le sait, on espère que vous le savez aussi, qu'il y a plein de bonnes personnes dans tout ça. Effectivement, comme dans tout sous-groupe, comme dans toute sous-communauté. On veut pas généraliser parce que là, ce soir, on va aller très loin dans des histoires très dark. Donc, faut pas généraliser. Il y a quand même le monde des furries est un monde qui peut être totalement sain, où vous pouvez vous faire des amis et tout ça. Donc, écoute, sans plus tarder, Seb, qu'est-ce qu'on boit? Parce que justement, pour un épisode anthologique, ça prend quelque chose de fort. Oui, on a besoin d'énergie. Ce soir, on boit la Lewis de la microbrasserie La Schwab. En fait, c'est une microbrasserie que j'aime beaucoup. C'est une West Coast IPA, un peu old school. Elle a une robe ambrée, houblonnée. Elle est excellente.
excellente, 6,5% d'alcool. Donc, ça va être parfait pour accompagner l'épisode de ce soir. Et on a un review 5 étoiles, mon cher Émile, sur Apple Podcast. Oui, qui nous vient de Spitoff du Canada. Il nous dit « Il n'est jamais trop tard pour faire une review. Hello guys, je suis le podcast depuis très longtemps, mais je n'avais jamais coté l'émission et c'est maintenant que je le fais. Le podcast m'a aidé à traverser mes soirées lorsque j'étais au labo à tester les COVID pendant la pandémie. Je n'aurais jamais pu traverser cette épreuve sans vous. Donc, shout-out à toi, Spitoff. On vous respecte, ceux qui ont testé des COVID pendant la pandémie. Il travaille dans le Grand Nord, hein, donc je peux comprendre que le podcast peut lui permettre de traverser ces périodes-là. Donc, shout-out à toi. Oh oui, merci. Pour nos membres Patreon, et peut-être vous, futurs membres Patreon, sachez que dans l'After Show, on va aborder comme sujet, on va avoir une discussion autour des pires fandoms. Ouais. Ça risque d'être très intéressant. Les Swifties, on va parler de vous. On va parler de vous dans l'After Show. On va parler de K-pop aussi. BTS aussi. Savais-tu qu'il y avait des trucs assez weird au sein du fandom de Sherlock? Non, la série télévisée. Ouais. Moi non plus. Et ça peut être perturbant. Puis on va discuter aussi entre nous. Est-ce que nous-mêmes, Seb, on a déjà fait partie de fandom? Oui, bonne à voir. question. Yes. Donc, vous nous dites toujours que nos intros sont trop longues. On va se la fermer et on part l'épisode. Seb, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans le monde dark des furries? Oui, mais avant de plonger dans notre épisode, Émile, savais-tu que tu peux réduire les appels et tes courriels indésirables avec les services de Incogni? Oui, je le sais, Seb, parce qu'en plus, là, il y a des milliers de gens payés à la journée longue pour tenter de nous harponner et de voler nos données. Tu sais, c'est le cancer des années 2020, vraiment. Le hacking, le vol de données. Et ces gens-là, une fois qu'ils nous harponnent via courriel, via téléphone, des textos même, je pense que j'en ai reçu 4 juste aujourd'hui. Oui. Ils mettent nos données sur des listes qu'ils vendent par la suite à gros prix. C'est exactement le problème qu'Incogni résout, Émile. Leur service, lui, c'est comme un peu tes petits employés qui prennent l'initiative de supprimer tes données personnelles des bases de données des courtiers en données, là, ceux là, que tu parles qui passent leur journée justement à les remplir, ces données-là. Ouais. Donc, grâce à Incogni, tu peux dire adieu à cette intrusion. Donc, vous avez juste à vous rendre sur leur site au incogni.com/distorsion. Et vous pouvez utiliser notre code distorsion pour bénéficier d'une réduction de 60% spécialement pour vous les distordus, avec le code distorsion sur le site d'Incogni. Exactement, Émile. Et avec un abonnement annuel, tu as un prix attractif de 6,49 $ par mois et le processus d'inscription est extrêmement simple. Ça garantit un accès rapide puis une protection essentielle. Puis dis-toi que si après 30 jours, tu n'es pas satisfait, le processus d'annulation est aussi simple que le processus d'inscription. Ça nous assure une belle tranquillité d'esprit à cette ère où nos données sont toujours à risque de se faire voler. Donc, Seb, prêt à plonger dans l'épisode d'aujourd'hui? Oui, monsieur. C'est parti. Nous sommes le 22 avril 2022 dans la petite ville de Darwin, en Australie. Darwin est la capitale du territoire du nord de l'Australie, située sur la mer de Timor, dans le nord du pays. C'est une ville moderne, jeune, cosmopolite, avec une population d'environ 139 000 personnes, diversifiée, comprenant des communautés aborigènes, asiatiques, mais aussi européennes. Darwin bénéficie d'un climat tropical avec des températures élevées toute l'année et une saison des pluies de novembre à avril. La ville est entourée de parcs nationaux sauvages comme Kakadu, Litchfield et Mary River, offrant de nombreuses possibilités d'observation de la faune locale, comme entre autres les crocodiles. Et parlant de crocodiles, tiens, en ce 22 avril 2022, les autorités locales se rendent chez un certain Adam Britton, alerté par des internautes qui ont visionné une vidéo inquiétante où il figurait. Adam Britton était autrefois un expert animalier respecté à l'international, une référence pour la recherche sur les crocodiles, entre autres. Okay. Il est très connu en Australie.
Il a travaillé pour l'Université Charles Darwin, pour National Geographic et aussi la BBC, aux côtés de nul autre que le célèbre documentariste de la nature, le David Attenborough. Gros CV. Oui, ben oui. Il est âgé de 51 ans lorsque les autorités débarquent chez lui. Lors de la perquisition de son domicile, la police a saisi des ordinateurs, des téléphones, des caméras, ainsi que des membres corporels de chiens sectionnés et une tête décomposée de chien. Mon Dieu. Une vraie scène d'horreur en arrivant chez cet ami des animaux. Les enquêteurs, en arrivant sur les lieux, sont loin d'être au bout de leur peine, car ils vont découvrir chez Adam de vraies scènes d'horreur. Et cet expert du monde animalier est sur le point de se faire accuser des pires crimes contre des animaux. Ce que les policiers vont aussi se rendre compte, c'est qu'Adam travaillait de pair avec un sous-groupe obscur sur Internet, affilié au monde des furries. En s'informant sur ce groupe de gens, sur ce fandom, ils vont se plonger dans tout un rabbit hole. Et vous allez voir, cet épisode de Distorsion va vous mener des origines de cette communauté en ligne jusqu'aux événements de 2022 qui nous amènent à Adam Britton. Accrochez-vous bien, on va y revenir, on va faire une longue parenthèse. Oui. Suivez-nous, restez avec nous jusqu'à la fin. On va retracer l'histoire des furries, mais aussi on va parler d'histoires un peu plus bizarre et, un peu plus inusité et même choquante en lien avec ce fandom-là. Mais Seb, je te laisse nous ramener aux origines. Oui, Émile, le fandom furry, en fait, c'est une sous-culture qui est intéressée par les personnages animaux anthropomorphiques, en fait. C'est-à-dire des animaux qui ont des apparences humaines, un peu comme Mickey Mouse, Peppa Pig ou encore Bluey, le chien, là, pour prendre des exemples modernes. Certains exemples d'attributs anthropomorphiques incluent l'exhibition d'une intelligence humaine et d'expression faciale, ainsi que la capacité de parler, de marcher sur deux jambes et de porter des vêtements. Le terme « fandom furry » est également utilisé pour désigner la communauté de personnes qui se rassemblent sur Internet et lors de conventions de furry. Oui, parce que même dans le monde de l'animation puis dans le monde des cartoons, ça a quand même été une certaine révolution au moment où on a commencé à faire agir des animaux comme des humains. Puis c'est cet aspect-là, en fait, d'anthropomorphie qui semble aussi passionner les membres des furries. Ouais, je comprends. Le fandom furry a ses racines dans le mouvement des bandes dessinées underground des années 70, un genre de BD qui représentait à l'époque un contenu un peu explicite. En 1976, une paire de dessinateurs a créé l'association de presse amateur Wooty, qui était consacrée à l'art axé sur les animaux. Beaucoup de ses œuvres présentées contenaient des thèmes pour adultes, comme Omaha de The Cat Dancer, qui contenait des scènes de sexe explicites. Wooty a acquis un petit nombre de followers au cours des années qui ont suivi, et ses contributeurs ont commencé à se rencontrer lors de conventions de science-fiction et de bandes dessinées. Oui, c'était comme des bandes dessinées, je dirais. C'est sûr qu'à l'époque, c'était très, très, très edgy, là, en 1976. C'était justement des animaux anthropomorphiques, dessinés quand même à la main. Là, il n'y avait pas énormément de détails. Des fois, c'était noir et blanc, tout ça. Puis justement, c'était un peu en mode sexy, là, des écureuils avec une femme, un homme, puis ça se développait tranquillement. C'était pas des animaux... justement, c'était très anthropomorphique, donc il était à apparence vraiment humaine. Oui. On aurait dit à la limite des humains déguisés en animaux, plus que des animaux dans leur état naturel qui se reproduisent. Oui, je comprends. Selon l'historien du fandom, Fred Patton, le concept de furry est apparu plus précisément lors d'une convention de science-fiction en 1980, lorsqu'un dessin de personnage de Steve Galachi's Albedo Anthropomorphics a lancé une discussion sur les personnages anthropomorphiques, justement, dans les romans de science-fiction. Cela a conduit à la formation d'un groupe de discussion qui s'est réuni lors des conventions de science-fiction et de bandes dessinées, en fait. Le terme spécifique de fandom furry était utilisé dans les fanzines dès 1983
et était devenu le nom standard du genre dans le milieu des années 90 lorsqu'il a été défini comme l'appréciation et la diffusion organisée de l'art et de la prose concernant les furries ou les personnages anthropomorphiques de mammifères fictifs. Juste pour vous dire, là, les furries, si vous faites des recherches, là, c'est F-U-R-R-I-E-S ou au singulier F-U-R-R-Y des fois que les gens oui, c'est ça. savoir l'orthographe. Comme la fourrure. Oui, exactement, et non la fourrure. Et non la furie. Là. Oui, exactement. Oui, c'est pour la fourrure, exact. Il y a un R de plus. Les fanzines, ce sont des petits magazines un peu do-it-yourself créés par des fans d'un sujet qui s'envoyaient par la poste et dans certaines boutiques durant les années 80-90. Le punk et surtout le punk féministe ont beaucoup voyagé à cette époque grâce aux fanzines. Le monde des furries est aussi né de ces petits magazines de do-it-yourself. Là. DIY. Oui, pour certains, les fanzines ou les fanzines en français, c'était à une certaine époque, c'était un peu comme les newsletters Internet. C'était la seule façon d'être au courant. Quand tu habitais dans une région éloignée, je sais pas, moi, tu habitais justement au Canada, mais justement, tu écoutais de la musique qui venait de New York ou de DC, de Saint Punk, ben c'est grâce à ça, des fois, tu pouvais en trouver dans les magasins de disques. Des fois, tu étais abonné via une vraie mailing list physique. Pour les recevoir par la poste, en fait. Puis souvent, c'était des photocopies. C'était très DIY, justement. Oui, c'était fait maison. Cependant, les fans considèrent que les origines du fandom furry sont beaucoup plus anciennes, avec des œuvres de fiction telles que Kimba, le lion blanc, qui lui a été sorti en 1965, ainsi que le roman de Richard Adam Watership Down, en fait, qui a été publié en 1972 et qui a eu une adaptation cinématographique en 1978. Ainsi que Robin des Bois de Disney aussi est souvent cité en exemple. Les discussions dans les groupes de discussion Internet dans les années 90 ont créé une certaine séparation entre les fans de personnages animaux drôles et les personnages furry qui, eux, plus sérieux et matures. Oui, parce que ça n'a rien à voir. Ils ne trippent pas sur Mickey Mouse, les furries, c'est ça que je me demandais, ni sur Donald Duck. Là. Oui. Et des fois, c'est même pas des personnages qui sont issus de cartoons connus. Là. Oui. C'est trop enfantin, d'une certaine façon. C'est pas assez collé sur la réalité, j'ai l'impression. Pendant les années 80, les premiers furries ont commencé à publier des fanzines, développant un groupe social diversifié qui a finalement commencé à organiser des rassemblements sociaux. En 89, l'intérêt était suffisant pour organiser la première convention furry. La convention s'appelait Conference Zero. Donc, Furence comme fur, là, au lieu de conférence. Ouais. Et elle s'est tenue au Holiday Inn Bristol Plaza de Costa Mesa, en Californie. Une fois qu'Internet est devenu accessible au grand public dans les années 90, il est devenu le moyen le plus populaire pour les furries de socialiser. Le groupe de discussion alt.fan.furry a été créé en novembre 90, donc ça remonte dans vraiment les débuts d'Internet, des babillards. Ah, c'était des pionniers des communautés en ligne, les furries. Oui, vraiment. Hein. Et aussi, il était également dans des environnements virtuels comme les MUCK, M-U-C-K, qui sont devenus aussi des endroits populaires sur Internet pour que les fans se rencontrent et communiquent. Donc, un peu comme tu dis, c'était réellement des pionniers de la communauté en ligne. C'est drôle, je me suis demandé, ils doivent avoir des présences même sur les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Maintenant, oui, c'est sûr. Tout un écosystème même d'influenceurs furries. OK. Oui, on va en parler plus tard. Au fil du temps, le fandom s'est étendu pour inclure une variété d'intérêts et de médias, notamment l'art, la littérature, les jeux de rôle en ligne, les jeux vidéo et même la musique. Donc, il y avait de la musique de furries. En fait, ils pouvaient créer des histoires basées sur les personnages qu'ils incarnaient, vice-versa. Donc, ça permettait de mettre leur alter ego dans un vrai univers de fiction, d'une certaine façon. C'est des gens qui ont quand même une bonne créativité narrative.
Cette diversification a contribué beaucoup là, à créer une communauté riche et dynamique au sein des furries. Les romans allégoriques, là, y compris les œuvres de science-fiction et de fantasy, ainsi que les dessins animés mettant en scène des animaux anthropomorphiques, sont souvent cités comme les premières inspirations du fandom. Une enquête menée en 2007 a suggéré que par rapport à un groupe témoin non furry, une proportion plus élevée de ceux qui s'identifient comme furries aimaient beaucoup les dessins animés étant enfants et se souvenaient les avoir regardés beaucoup plus souvent et étaient également plus susceptibles d'apprécier les œuvres de science-fiction que ceux en dehors de la communauté. C'est des geeks. Oui, puis des amateurs vraiment d'émissions de dessins animés avec mettant en scène des animaux. Mm-hmm. Selon une enquête de 2008 maintenant, la plupart des furries pensent que l'art visuel, les conventions, la littérature et les communautés en ligne sont très importants pour le fandom. Aussi, en termes de statistiques, il est dominé par les hommes, en fait, ce fandom-là, les furries. Okay. L'enquête faisant état d'environ 80% de répondants qui sont masculins. Donc, c'est très, très masculin. Je suis surpris un peu. J'aurais pensé que ça aurait été quasiment une parité oui, exact. Peu près, là, intuitivement. Mais non, j'avoue aussi que j'ai été surpris par ce pourcentage-là. Les fans ayant des compétences artisanales créent leurs propres jouets en peluche, par exemple, qu'ils vont appeler les plushies, et construisent également des costumes très élaborés là, appelés fursuits, comme des suits de fourrure, qui sont portés pour le plaisir ou pour participer à des défilés, des mascarades, des conventions, des danses ou même, par exemple, des streams, des photos sur leurs réseaux sociaux. Ils vont porter leur fursuit. Les fursuits vont de modèles très simples, ressemblant à des mascottes d'événements, à des modèles vraiment sophistiqués avec des mécanismes de mâchoires mobiles, des pièces robotisées, du maquillage très élaboré, là, puis d'autres fonctionnalités, des lumières parfois, des choses comme ça. Et ça peut coûter cher. Hein? Moi, j'en ai vu, j'ai regardé un petit peu. Ça peut coûter entre 500 $, je dirais, là, pour un modèle de type mascotte et jusqu'à 10 000 $ pour ceux qui sont faits sur mesure puis qui intègrent de la robotique, par exemple. Moi, pour avoir déjà eu un costume de mascotte dans une autre vie, j'ai peut-être des racines furries. Oh, c'est vrai, j'avais même pas pensé. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que quand je faisais de la musique électronique à une certaine époque, sur scène avec moi, parfois c'est moi qui le portais. J'avais un éléphant rose gigantesque. J'avais acheté un costume d'éléphant rose. Donc, parfois c'est moi qui le portais, puis je faisais mon DJ set comme ça. Et parfois, c'était quelqu'un d'autre, un de mes amis. Donc, il y avait un éléphant rose sur le dance floor qui faisait des câlins aux gens. Donc, j'ai peut-être un petit passé furry, mais moi, mon costume était quand même pas pire élaboré, mais il m'avait pas coûté si cher que ça. Mais ça peut aller jusqu'à justement 10 000 $ et même plus que ça. Ils ont leur écosystème, leur star system aussi de créateurs de costumes. Ça peut aller très loin. Bien qu'environ 80% des furries ne possèdent pas de costume complet, en raison du coût élevé souvent, une majorité d'entre eux ont des sentiments positifs envers les porteurs de fursuits et les conventions auxquelles ils participent. Ils vont les regarder avec admiration d'une certaine façon. Certains fans peuvent également porter des tenues partielles composées simplement d'oreilles, par exemple, ou d'une queue, ou d'une tête, une patte ou un membre là, quelconque d'un animal, un petit clin d'œil. Représentatif. Exact. Une proportion beaucoup plus importante d'individus qui assistent aux conventions possèdent un fursuit complet ou partiel. 45% selon une enquête réalisée à AtroCon 2018, qui est une convention de furries, justement. Ce qui a été attribué au fait que les participants aux conventions sont généralement plus susceptibles de pouvoir se permettre d'acheter un fursuit s'ils peuvent se permettre les frais de déplacement. Aussi, c'est sûr que quand tu vas à une convention, c'est que tu es craqué, puis généralement, tu l'as le costume. Là. Les fans furries s'intéressent également à la marionnettisation. Ils enregistrent des vidéos, réalisent des spectacles aussi en direct parfois. Il y en a qui existent, je ne les ai pas tous regardés. Rapid, T-Rabbit and Friends. Et il y a le Fun Day Puppet Show qui se déroule sur Internet.
Ils vont aussi faire des jeux de rôle, par exemple. Ils vont créer leur persona qu'ils vont appeler persona. Ils vont les intégrer dans des jeux de rôle, dans des fictions, puis qui vont alimenter via un blog ou via des mailing lists. Une variété d'espèces sont employées là, comme base de ces personnages-là, bien que de nombreux fans de furries choisissent de s'identifier avec des carnivores. C'est vrai, ça. On voit pas beaucoup d'autres types de furries. On voit souvent des canins, on dirait. Beaucoup de renards, beaucoup de chiens, d'ours parfois, ou même, des fois, c'est dur à dire, en fait, quel genre d'animaux il personnifie. Des fois, on dirait un mélange de dragons, de personnages un peu légendaires. Donc, c'est dur à dire. Puis, il y a aussi plusieurs communautés de furries, par exemple, dans Second Life, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde qui vont là, mais VR Chat aussi, des communautés des fois qui sont peut-être un petit peu plus obscures pour le commun des mortels. Aussi, il y a les conventions, évidemment, qui existent autant en Amérique du Nord qu'en Europe, justement, où les gens peuvent se réunir, où ils peuvent faire des défilés, prendre des photos. Anthrocon est la plus grande convention de furries, avec plus de 5800 participants. Cette convention-là a estimé avoir généré 3 millions de dollars, en fait, en 2008 pour l'économie de Pittsburgh, où ça se déroulait. Donc, il y a vraiment, ça amène une certaine forme de revenus. Il y a aussi Further Confusion qui est organisé à San Jose à chaque janvier, qui est une autre convention qui est très populaire. Il y a le Midwest Fur Fest aussi, qui est une grande convention. Et quel d'autre? Il y a Conference dont tu as parlé aussi. Il y a Califer. Bref. Comment dire? 1 million de jeux de mots avec la fourrure pour décrire ces conférences-là. Donc, il y en a beaucoup. Et puis, il y a énormément de sites web aussi, de communautés en ligne, comme des sites de partage, Fur Affinity, Ink Bunny, So Furry. Et moi, en fait, j'ai beaucoup consulté un site qui s'appelle Dog Patch pour m'informer sur les furries, parce qu'eux traitent vraiment d'actualité. Ils vont même traiter de scandales, de trucs comme ça, avec une petite touche de sociologie autour de ça. Donc, j'ai beaucoup aimé ce blog-là. Je dirais que même si je ne suis pas un furry, je vais peut-être y retourner parce que c'est intéressant. Il y a justement, ils m'ont beaucoup aidé à décrire les enquêtes Internet qui ont eu lieu pour le cas dont on va revenir, dont on va parler en intro, d'Adam Britton. Donc, super intéressant, très détaillé comme site. Mais il y a aussi une autre catégorie, Seb. C'est peut-être une sous-catégorie ou une dérivation des furries qui est un peu plus poussée, là, les otherkin dont tu vas nous parler à l'instant même. Oui, parce que un peu comme tu le dis, alors que la plupart des furries ils personnifient des animaux et des personnages fantastiques dans des conventions et des événements, il y en a certains qui ont une relation tout à fait différente avec leur alter ego. Au point où, Émile, il y en a certains qui croient qu'ils sont nés dans le mauvais corps. Un peu comme les hommes ou les femmes qui s'identifient au sexe opposé. Ici, on parle plutôt il y a certaines personnes qui s'identifient à des animaux et se sentent prisonniers de leur corps d'humain. On nomme ces personnes otherkin donc. Encore une fois, il s'agit d'un rabbit hole que je vais tenter de vous résumer le plus simplement possible. Les otherkins sont une sous-culture de personnes qui s'identifient comme n'étant pas entièrement humaines pour des raisons spirituelles, psychologiques ou autres. Certains furries, entre autres, s'identifient à des animaux jusqu'au plus profond de leur personne. Le terme « otherkin » a été créé en 1990 par un groupe de personnes s'identifiant comme des elfes, pour inclure ceux qui s'identifient comme d'autres êtres que les elfes. Parce qu'en fond, otherkin, ça doit être otherskin, si je fais le parallèle du jeu de mots. Ça pourrait faire du sens. Ouais. C'est là qu'on voit la différence parce qu'il y a certains furries qui, oui, je pense, vont vraiment être immergés dans leur environnement, dans leur univers de personnages. Un peu comme quelqu'un va être immergé dans son personnage de jeu de rôle, quelqu'un qui va faire un grandeur nature, par exemple. Mais les otherkin, eux, c'est différent. Il y en a qui vont avoir, d'une certaine façon, des pratiques furries, qui vont s'habiller, se déguiser en animal, mais eux, c'est qui ont la forte impression profonde
qui sont à un certain pourcentage cet animal-là. Oui, oui, oui. Je te laisse continuer, mais c'est pour faire une distinction. Oui, oui, je comprends. Puis il y en a qui sont les deux, en fait, qui sont que leur façon d'incarner leur animal intérieur, c'est de pratiquer ce que les furries font, par exemple. Oui, je comprends. La communauté Otterkin s'est développée à partir des communautés en ligne d'elfes dans les années 90. La plus ancienne ressource Internet pour les Otterkins est la liste de diffusion Elfinekind Digest, qui a été créée en 1990. Les Otterkins peuvent s'identifier comme des créatures réelles ou mythiques, allant des anges et démons aux dragons et extraterrestres, en passant par les personnages de fiction. Bien que physiquement humains, certains Otterkins croient que leurs corps sont différents de la moyenne des humains, avec par exemple des gènes d'ancêtres surnaturels. Le terme Tyrian, T-H-E-R-I-A-N, fait référence aux personnes qui s'identifient comme un animal du monde naturel. L'espèce animale avec laquelle un Tyrian s'identifie est appelée un thériotype, un T-H-E-R-I-O-type. Donc, les Tyrians utilisent souvent le terme dysphorie d'espèce pour décrire leur sentiment de déconnexion de leur corps humain et de leur identification à une autre espèce animale. En plus des animaux réels, les Otterkins peuvent s'identifier à des créatures mythologiques, des personnages de fiction, voire même des phénomènes naturels comme les systèmes météorologiques. Ça, c'est un peu étrange, mais ça peut aller très loin. Oui, puis vous irez voir, hein, je pense que Vice avait fait un reportage, me semble, sur YouTube là-dessus, puis il en rencontre des Otterkins. C'est très intéressant de voir comment ils vivent leur vie. Là, dysphorie d'espèce, moi j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était intéressant comme mot. On parle souvent de dysphorie corporelle, des gens qui ont l'impression de ne pas vivre dans le bon corps, mais là, d'espèce, c'était la première fois que j'entendais ce mot-là. Oui, moi non plus, je n'ai pas été confronté à ça. Il y a eu des histoires un peu spéciales publiées ici et là sur des cas d'Otterkins, dans une publication scientifique intitulée « Contrôler le fluff ». La construction sociale des soies scientifiques dans les groupes Facebook des Otterkins. Publié en 2018 par Devin Proctor, lui de l'université George Washington. Dans cette publication scientifique-là, il est état d'une fille dans un groupe de discussion Facebook qui prétend être un loup ailé, donc avec des ailes. Et elle insiste qu'elle peut même changer de forme lors de certaines occasions, ce qu'on appelle le shape shifting. Elle indique qu'elle a longtemps ressenti au fond d'elle qu'elle était de la famille des canins, mais que plus le temps avançait et qu'elle se renseignait, elle s'est rendue compte qu'elle était plutôt un loup arctique. Donc, c'est assez précis. Cependant, elle s'est mise à ressentir des douleurs fantômes au dos et à ressentir des ailes invisibles. C'est à partir de ce moment qu'elle s'est dit qu'elle devait être un loup ailé. Commentaire qui a été liké par plusieurs membres du groupe. Bien sûr, l'existence des Otterkins révèle plus de la spiritualité, selon moi, que de la science. Mais comme bien des disciplines ésotériques, ils s'appuient souvent sur des principes scientifiques erronés. Le chercheur note dans son article « En négociant en permanence leur propre identité à travers le raisonnement scientifique, ils créent ce que j'appelle des soies scientifiques, des cadres d'identification créés par des scientifiques amateurs dont l'adhésion à des faits et des théories scientifiques spécifiques est fondamentale à leur existence continue. » C'est comme s'ils essayaient de se convaincre un peu. Oui, puis c'est le cas de bien des gens, de bien de théories, en fait, de gens qui font des recherches sur par eux-mêmes. C'est le biais de confirmation, en fait. Oui, exact. Puis ils vont tenter de trouver des recherches là-dessus, puis ils vont réussir à le faire. Tu vois, j'en ai trouvé une recherche. C'est pas une recherche, c'est plus un article scientifique sur les Otterkins. Mais oui, donc en se renseignant, en faisant des recherches, en faisant leurs propres recherches, d'une certaine façon, vont justifier un peu leur cas, qui est quand même obscur, je leur accorde. Là. C'est pas évident d'aller chez ton médecin de famille puis lui expliquer, puis te parler que tu crois au fond de toi être un loup ailé. Oui, exact. C'est pas évident, c'est moins évident à régler que certains autres cas de dysphorie, mettons. Exact.
Dans le cadre de 4 enquêtes auprès des furries, selon l'échantillon, entre 25 et 44 ont répondu qu'ils se considéraient comme moins que 100% humains, et contre 7 d'un échantillon de la population générale, donc ce qui est assez surprenant. Oui, hein, c'est la population américaine, en fait, dans ce cas-ci. Oui. Puis c'est des pourcentages des furries, hein, Seb, comme tu le disais. Je tiens à le souligner parce que entre 25% et 44% des furries ont répondu qu'ils se considéraient comme moins que 100% humains. Ouais. C'est drôle, hein? Puis en général, c'est 7% de la population américaine qui se considère moins que 100% humain. Donc, je suis curieux là, pour les non-furries. Oui, mon Dieu, c'est multiplié par 4-5. Oui, c'est ça, à 7%. Là, je suis curieux de voir les Américains pensent qu'ils sont quoi, s'ils sont pas 100% effectivement, humains. Oui, effectivement. Une résurrection de quelque chose. Les observateurs extérieurs peuvent avoir des opinions variées là, sur les personnes qui s'identifient comme des otherkin, comme même les considérer psychologiquement dysfonctionnels. Les réactions vont souvent de l'incrédulité à l'antagonisme agressif, surtout en ligne. Les otherkins ont été qualifiés de l'une des sous-cultures les plus bizarres au monde et d'un mouvement religieux qui, dans certaines de ses formes, n'existe en grande partie que sur Internet. Bien que les croyances des otherkins s'écartent de la définition de religion, elles partagent l'intérêt principal pour le paranormal. La réaction négative du public à l'égard de cette sous-culture peut être due à la façon dont ces croyances remettent en question la vision du monde sociale prédominante actuellement. Ça remet en question nos normes sociales, en fait. Oui. Ils représentent un mécontentement vis-à-vis du monde moderne et ils ont sorti le folklore des fées de son contexte d'origine. N'en demeure pas moins, Émile, que certains otherkins sont malheureux dans leur peau, ce qui explique aussi à quelques reprises, en fait, des chercheurs scientifiques se sont penchés sur le phénomène. Peut-être qu'un jour, on va se rendre compte que cette dysphorie d'espèce est bien réelle, mais on n'est pas rendu là. Ceci dit, il existe un sous-genre de furries qui, lui, est bien réel et bien plus inquiétant. On a parlé, Seb, des otherkins qui sont justement peut-être une branche un petit peu plus profonde ou un peu plus intense des furries. Ouais. Je pense que maintenant, c'est le moment d'adresser un peu l'éléphant dans la pièce, là, c'est-à-dire le côté tabou. Le côté sexuel de la chose, je ne passerai pas par 4 chemins. Est-ce que les furries sont des fétichistes de la pluche ou encore des animaux? Jusqu'où on trace la lumière? Le côté freudien en moi veut savoir s'il n'y a pas un petit lien là-dessus avec la sexualité. Puis, en fait, il semblerait que être un furry, ça signifie différentes choses pour différentes personnes. Donc,
Pour certains, c'est simplement un moyen d'exprimer leur engouement pour le type de personnage animal qu'ils voient dans les dessins animés, les films, les jeux vidéo. Cependant, pour ceux qui ont un fétichisme furry, il y a un peu plus que cela. Et le fandom furry peut être un moyen de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et ça peut aller un petit peu plus loin. Oui. Parce qu'il existe un fétichisme furry, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont excités par le fait d'être costumés en animal, puis sont un peu excités par ce côté-là cartoon et l'excitation du roleplay aussi, de faire un jeu de rôle. Dans le sexe, c'est très, très présent. Il y a certains que ça les allume beaucoup. Donc, les furries, le monde des furries est plein de jeux de rôle comme ça. Mais ils ont même un peu leur lexique. Okay. Donc, on va retrouver le grattage, le scritching, qui est de se toiletter mutuellement. En fait, là, ils vont un peu se laver comme les animaux. Les animaux vont faire, un chat va faire, par exemple. Il y a aussi le tas de fourrure, le fur pile, qui est une pratique où un groupe de furries allongés les uns sur les autres se grattent ensemble et tout le monde un peu se saute dessus en se frottant. Là, Ça, c'est le fur pile. Et il y a aussi le yiffing, qui ça, en fait, c'est carrément le sexe entre furries, qui tire son nom du son que font les renards lorsqu'ils s'accouplent. Et certains furries vont même incorporer leur personnage, leur costume dans ces actes-là, lorsqu'ils vont faire des jeux de rôle sexuels avec d'autres furries. Donc, il y a une certaine partie qui est très intéressée par le caractère sexuel de la chose, puis qui retrouve vraiment un plaisir sexuel dans leur pratique furry. Là. Il y a même des costumes qui sont spécialement conçus, Seb, avec des parties découpées, là, je dirais, autour de l'entrejambe pour faciliter certaines pratiques. Là, qui vont, ces suits-là, ils vont les appeler les Mursuits, M-U-R-R. Et aussi, ce jeu-là va s'appeler le Mursuiting, un peu le jeu sexuel en costume avec des trous à certains endroits pour faciliter les accouplements d'une certaine façon. Lorsque les fétichismes se rencontrent et se mélangent, il peut également y avoir un élément de jeu de pouvoir ou un peu de bondage là, impliqué dans le sexe entre furries. Pour certains, leur persona ou leur fursona, en fait, va soit être un soumis ou un dominant, donc ça existe aussi, là, cette catégorisation-là dans ces jeux sexuels-là, ce qui peut aussi, à quelque part, être une accentuation là, des traits de leur alter ego animal. Donc, cet aspect fétichiste est même un peu zoophile, je pourrais dire, est souvent celui qui porte ombrage à la communauté des furries. Puis on va tranquillement plonger dans le cas de furries problématiques, Seb, problématiques pour le moins dire. Là. Et n'oubliez pas, on a une histoire au début qui s'en vient. On ne vous a pas oublié, vous allez voir, on a de la suite dans les idées, c'est long, mais on y arrive. Je vais commencer par vous parler d'une furries qui est très problématique. Et elle, c'est Sappho l'hypnotiseuse. Et je suis pas sûr que tu aimerais te faire hypnotiser par elle, Seb. Sappho, dont le vrai nom est Valérie, est une youtubeuse et une personnalité influente du monde des furries. Elle prétend étudier l'hypnose néo-ericksonienne. Bien que cela puisse sembler étrange pour certaines personnes, les vidéos qu'elle publiait là, sur sa chaîne YouTube étaient d'abord assez inoffensives. La plupart des vidéos jusqu'à présent avaient montré Sappho enseignant des techniques d'hypnose à d'autres furries, tous portant leurs fursuits pendant les séances. Et en fait, Seb, ça se déroulait dans l'environnement VR Chat. Ouais, j'ai jamais essayé ça. Moi non plus, c'est justement avec les lunettes de VR, là, de réalité virtuelle. On se retrouve dans un monde et puis tu peux créer en fait ton personnage comme bon te semble avec une grande latitude. Donc elle, à chaque fois que tu la voyais sur YouTube, tu la voyais pas elle-même, tu la voyais dans VR Chat. Avec son personnage qu'elle s'est créé dans le... je ne veux pas dire le jeu parce que c'est pas tant un jeu, là, mais dans l'environnement virtuel. On la voyait littéralement là, assise sur les autres personnages virtuels, vraiment assise sur elle, habillée de son costume de furries, qui est un genre de... J'ai de la misère à t'écrire, un genre de dragon renard, le mauve rose, fantastique. Là, c'est difficile à identifier, je te dirais.
Mais c'est ça. Donc, imagine, tu sais, tu es dans un environnement virtuel avec en fait, tu es chez toi, mais tu sais, ton casque de réalité virtuelle, tu es couché par terre et tu as justement quelqu'un sur toi qui t'hypnotise dans un environnement virtuel. Ouais, ça doit être spécial. Je ne sais pas à quel point c'est une pratique courante, l'hypnose virtuelle. Oui, c'est une bonne question. Hein. Je ne sais pas jusqu'à quel point tu peux avoir le contact avec la personne. Ouais. Puis de cette façon-là, en fait, Sappho, elle en profitait pour manipuler des gens, puis manipuler même des plus jeunes membres de la communauté furries. Là. Il y a des rumeurs qui commençaient à se répandre sur elle à cause de quelques podcasts, justement, qu'elle avait mis en ses favoris, entre autres, là, sur sa chaîne YouTube, selon lesquels Sappho était une zoophile. Une zoophile est une personne qui est sexuellement et romantiquement attirée par les animaux plutôt que par les humains. En fait, eux font cette distinction-là avec la bestialité qui est un acte où il n'y a pas de romantisme. Oui, mais bon, c'est un peu... la limite est un petit peu floue ici, là. Mais il semblerait que ces rumeurs de zoophilie soient vraies. Au début du mois de septembre de cette année-là, Sappho a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle elle s'est elle-même déclarée zoophile. Et elle disait « Je n'ai pas d'attirance pour les humains, je suis plus attirée par les chiens, entre autres les bergers allemands », qu'elle expliquait dans sa vidéo. Okay. Elle a ensuite expliqué à quel point la zoophilie est mal comprise à cause de certaines fuites là, très sinistres au sein de la communauté furry, impliquant là, des animaux morts, notamment des chiots, là, et de la violence. Là. On en a parlé un peu en intro, on va y revenir. Il existe un réseau très underground de furries intéressés par la zoophilie et certaines personnes qui ne sont pas des furries là, et qui se réunissent sur Twitter, Telegram, mais aussi VRChat. Et ce sont des actes que Sappho a qualifiés d'atrocités qui auraient dû être poursuivis. Mais elle a entre autres comparé sa situation à celle des membres de la communauté LGBTQ+. Donc elle, a ce comment dire... Ouais. Elle a l'impression qu'elle est un peu comme, justement, les membres de la communauté LGBTQ+, qu'elle est un peu incomprise, je dirais, dans sa sexualité, que c'est quelque chose qui devrait être normalisé là, d'une certaine façon. Chose que la communauté LGBTQ+, n'apprécie pas beaucoup. Donc, et là, en fait, c'est parce qu'il y a une histoire qui est arrivée justement il y a quelques années qu'on a appelé les Zoo Sadist Files, donc les fichiers zoosadistes, qui a rendu les gens encore plus méfiants envers les furries, où plusieurs membres de la communauté ont été exposés. Et bien que certains furries, oui, appartiennent à cette catégorie-là, la plupart ne sont pas. Mais dans le cas de Sappho, elle est exactement ce que l'Internet craint d'être vrai concernant les membres de la communauté furry. Et pour des personnages comme elle, les furries sont plus que de simples personas. Et bien que Sappho ait passé beaucoup de temps dans la vidéo à nier les similitudes avec la situation de justement des fichiers zoosadistes, ses sentiments envers les animaux n'ont pas été plus acceptables pour de nombreuses personnes. Elle disait « Je verrais mon partenaire ou ma compagne comme mon égal, tout serait fait par amour, soin et affection pour leur bien-être et leur épanouissement, et ce ne serait pas pour servir mes propres désirs. » Mais c'est dur de l'entendre dire ça, parce que comment un animal peut être être consentant à ce que j'allais dire. Il ne peut pas donner son consentement. Ben non. Puis je trouve qu'ils ont le même argument que les pédophiles. Oui, vraiment. Que ça doit être normalisé, etc., qu'eux, ils font ça dans l'amour. Mais ils ne pensent jamais à l'autre personne qui reçoit. Non, c'est ça, exact. Je suis pas sûr que le chien, il capote tant que ça. Non, exact. Lui, c'est un chien qui doit aimer les femelles chiens, là, ou en tout cas... Oui, puis le chien ne se reproduit pas tant par plaisir. Non, il ne fait pas l'amour tant par plaisir. Non, c'est ça. Je sais pas, je connais pas assez la sexualité chez les animaux, mais c'est pas tous les animaux, je pense. Il y en a que c'est une mécanique reproductre. Là. Oui, ils n'ont exact. pas envie de se faire jouer là. Oui, puis souvent, des positions des animaux, des fois, c'est quasiment des viols. Les accouplements, là, des fois, ils coincent la partenaire. Puis autant, des fois, que c'est la femme qui coince le partenaire parce que c'est la nature, comment c'est fait. Mais tu as raison, d'appliquer le romantisme, c'est ce genre. Non, c'est un peu... L'écouter dire ça dans sa vidéo,
c'est troublant. Tu te dis, voyons, qu'est-ce que je suis en train d'écouter là? Oui, vraiment. Puis elle, entre autres, elle a aussi, en fait, elle a groomé là, des mineurs dans VRChat. Donc, elle a un peu tenté de manipuler des gens mineurs dans un peu son trip zoophile. Puis, elle a vraiment eu des comportements inappropriés avec des jeunes qui étaient des jeunes furries qui étaient sur VRChat pour complètement d'autres raisons. Non seulement ça, mais c'est quelqu'un qui, sur son blog, a publié beaucoup de dessins. C'est vraiment not safe for work, là, mettant en scène des animaux, carrément de la zoophilie en dessin, des choses comme ça. Donc, elle a vraiment, elle avait tout ce qu'il fallait pour être cancel. Elle a même, Seb, fondé une association pour venir en aide aux personnes zoophiles. Et son contenu publié sur son blog aussi, traitait de ça. Elle était beaucoup l'avocate des zoophiles et tout ça. Puis elle a même lancé, je crois, même un crowdfunding là, pour ramasser des fonds pour son association. Donc, c'est très troublant jusqu'où elle est allée. Mais depuis, en fait, ce qu'elle dit, c'est que, il y a eu un énorme backlash de la communauté des furries. Il y a eu des vidéos de YouTubers publiées contre elle. Puis, ce qu'elle disait plus récemment, c'est que, justement, elle avait tenté d'aller chercher de l'aide psychologique puis qu'elle quittait les réseaux sociaux. Donc, on va lui souhaiter, je sais pas, comment dire, pas que ça se guérit, mais puis elle est chanceuse même de ne pas avoir fait affaire avec la justice. Oui, apparemment que oui, hein, les enquêteurs se sont penchés sur son cas, mais il n'y a pas eu d'arrestation là, officielle autour de ça. C'est plus difficile, j'imagine, d'accumuler une preuve et tout ça. Bref. Maintenant, Émile, il y a un autre personnage qu'on doit parler, là, un personnage vraiment problématique du monde des furries. On pourrait littéralement, en fait, faire un épisode complet sur lui. Il se nomme Kiro the Wolf, donc Kiro le loup. De son vrai nom, Akan Yote. Lui, il était considéré comme un membre respecté de la communauté furry, un YouTuber et aussi un influenceur là, de cette communauté-là, jusqu'à ce que des informations compromettantes fuitent de son compte Twitter en 2018. Ces informations indiquaient qu'il pratiquait la zoophilie et la nécrophilie et avait également un fétichisme pour la VOR. La VOR. Donc ça, c'est la consommation d'êtres vivants. Donc, c'est... je connaissais pas ça, moi, la VOR. Ben non, c'est comme un dérivé du cannibalisme. De gore et de... VOR, c'est assez particulier. Il a été révélé que Kiro avait régulièrement violé son chien Koda, qui est récemment décédé d'une insuffisance rénale. Dans des conversations sur Telegram, Kiro a même exprimé des inquiétudes concernant ses amis qui voulaient violer et démembrer son chien avant de le tuer. Cette découverte a choqué la communauté furry, bien que certains aient fait valoir que la zoophilie, en fait, est un rite de passage dans cette sous-culture. Mon Dieu. Kiro était auparavant un YouTuber furry respecté, avec plus de 100 000 abonnés, après avoir été interviewé par Shane Dawson en 2017. Cependant, après les révélations sur ses activités illégales, Shane Dawson a privé la vidéo de son interview avec Kiro. La carrière de Kiro sur YouTube s'est effondrée et il a fait l'objet d'une importante controverse au sein de la communauté furry. La controverse a entraîné la suppression de la chaîne YouTube de Kiro the Wolf, ainsi que la suspension de ses comptes sur d'autres plateformes de médias sociaux. Il est important de noter que Kiro the Wolf a nié les allégations et a affirmé que les messages avaient été manipulés ou falsifiés. Cependant, malgré ces dénégations, la controverse a eu un impact significatif sur sa réputation en fait au sein de la communauté furry. Il convient également de noter qu'il y a eu des enquêtes qui ont été menées par les autorités compétentes pour déterminer la véracité des allégations et poursuivre toute activité illégale éventuelle. Les détails exacts des enquêtes et de leurs conclusions ne sont pas toujours clairs au public. Par contre, Seb, si je peux me permettre, il y avait quand même des preuves assez compromettantes dans le cas de Kiro the Wolf, sur peut-être pas au niveau de la nécrophilie, mais bon, par exemple,
dans le feed Telegram où vraiment il confessait, il disait des choses vraiment j'aime les chiens, et, des trucs qui sont pas vraiment disables dans un podcast. Mais bref, il a posté à un certain moment donné. C'est des tonnes et des tonnes de discussions. Là. C'est pour ça que si c'est faux, c'est des mises en scène qui ont pris des mois et des mois. Là. Des centaines, voire des milliers de messages textes. Mais à un moment donné, il envoie une photo de son costume, son costume qui est comme à plat sur un divan ou une table, quelque chose comme ça. Puis, c'est un costume que les internautes ont fait leur recherche. C'est un costume qu'on l'a vu porter à des conventions. On peut retrouver des photos, il y avait le même costume. Et c'est un costume qui disait qu'il avait été fait spécialement pour lui. Donc, il y a peu de chances que ce soit quelqu'un d'autre avec un autre costume. Puis là, on parle de... Par exemple, les internautes ont spoté des taches de couleur précises sur les genoux, des choses comme ça. Donc, il y a peu de place, à ce que tout ça soit une mise en scène. Dans certains messages, il y a quelqu'un qui lui dit « Hey, mais avec tout ce que tu me dis là, est-ce que c'est pas toi qui as été interviewé par Shane Dawson? » Puis oui, il se vantait justement de l'interview qu'il avait fait avec Shane Dawson à l'époque. Donc, si c'est faux, c'est un énorme coup monté, justement, qui a dû prendre énormément de temps à réaliser. Là. Puis je ne sais pas pourquoi exactement il voulait le pincer là-dessus. Il y a-tu des preuves avant? Mais ça, c'est des preuves quand même qui ont révélé quelque chose. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là contre Kero the Wolf. Mais tout porte à croire, à mes yeux, à moi, que c'est probablement lui qui a fait ces actes-là dont il se vantait là, sur Telegram. Oui, c'est impossible. À quoi ça aurait mené? Oui, donc c'est clairement un personnage problématique. Et là, je nous ramène, Seb, à notre histoire du début, là, parce que les choses ne font qu'empirer encore et encore. J'espère que vous êtes toujours avec nous, les distordus. Ces dernières années, les zoos sadiques ont pu tisser des réseaux comme jamais auparavant grâce à la technologie pour échanger discrètement du contenu médiatique. Cette tendance a conduit à l'interdiction de la bestialité État par État aux États-Unis et la criminalisation fédérale du Animal Crush d'une certaine façon. Mais bien trop souvent, ces gens-là s'en tirent comme bien des délinquants sexuels. C'est un peu comme tu disais en intro, ça ressemble un peu des fois à des réseaux que les pédophiles vont utiliser ou le même type de tactique pour échanger du contenu sexuel not safe for work. Là. Et même pire que ça, là, on l'a vu dans les cas de Chambre Rouge aussi, Peter Scully et autres. Là. On n'est pas loin ici de tout ça, en version animale. Leur complice inclut tout un sous-monde dérivé du fandom des furries, mais plus dark encore, où les zoophiles ont abrité des zoos sadiques pendant des décennies, ce qui n'est sorti que lorsqu'un réseau criminel a fuité en 2018, ce qu'on appelait les Zoo Sadist Files, entre autres avec des histoires comme celle de Kero the Wolf, dont tu nous as parlé, Seb. Ils se rencontrent dans des groupes de transition obscurs avec des centaines de furries zoophiles et utilisent le fandom comme couverture et entrent dans des conventions furries pour se mêler à eux. Même s'ils sont rejetés par de nombreux furries, évidemment, ils ont des influenceurs de haut niveau, entre autres comme Sappho, qui font la promotion de la zoosexualité et qui condamnent la culture de l'annulation, la cancel culture. Là. Ça rappelle un peu l'Église catholique, Seb, à quelque part. Oui. Même les criminels qui se cachent derrière leur popularité, comme le désormais déchu Kero the Wolf, finissent par s'en tirer. Tout ça a mis plusieurs membres des furries, justement, en furie, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, puisque plusieurs d'entre eux s'y connaissent beaucoup en sous-culture Internet. Il y a des enquêteurs qui sont nés de la communauté pour tenter de retracer ces criminels qui violent et torturent des animaux. Un peu comme dans le documentaire Don't Fuck with Cats, tu te rappelles, Seb, sur les internautes qui ont retracé Luca Rocco Magnotta grâce à justement des captures d'écran et des preuves que justement les internautes ont retrouvées pour identifier des lieux. Ils ont fait un peu la même chose en tentant de remarquer des détails permettant d'identifier parfois les animaux dans les vidéos, parfois les scènes de crime ou d'autres détails pertinents dans la vidéo.
Et dans notre cas, des internautes ont commencé à poster des photos d'une certaine chienne victime de sadisme pour identifier la race ou tout autre détail. Donc, c'est parti d'une vidéo et de photos qui ont découlé de cette vidéo-là, plusieurs captures d'écran. Donc, ils se sont dit, on va partir avec cette vidéo-là et on va tenter de faire la même enquête un peu comme ce qu'on a vu dans Don't Fuck With Cats, mais c'était avant, évidemment, que le film sorte. Là. C'est eux, de leur propre gré, qui ont lancé cette enquête-là. Et c'est un internaute, en fait, un cyber-enquêteur d'une certaine façon, là, un web sleuth en Estonie, qui est resté anonyme, là, qui a décidé d'être très proactif et de prendre le lead dans cette recherche à ses risques et périls. Et là, je le cite, ce qu'il a dit justement au blog Dogpatch. Comment j'ai réussi à traquer ce... je vais le redire parce qu'il dit une drôle de phrase. Comment j'ai réussi à traquer son sale cul à lui? J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet. Et là, on parle de notre cas en début, là, Adam Britton. Mais non, on ne sait pas encore que c'est lui. Là. J'ai publié la photo partout sur Internet jusqu'à ce que je voie un gars qui semblait en savoir quelque chose à propos de cet animal. Je l'ai contacté et lui ai demandé ce qu'il savait de cette vidéo ou de la personne derrière, parce que c'est du contenu que les gens se partagent. Donc, l'Estonien en question tentait de rejoindre des groupes ou des group chats, puis d'essayer de retrouver cet animal-là, la chienne dans la vidéo qui se faisait violer et brutaliser. En suivant la piste, il a abouti à un réseau utilisant des méthodes assez familières. L'homme en question est dans un groupe de discussion Telegram avec lui et il y poste beaucoup de matériel zoosadique. Il discute aussi avec d'autres zoosadiques de son genre. Il a prouvé au cyber-enquêteur estonien que c'était bien vrai et lui a envoyé des captures d'écran pour confirmer. Donc lui, l'Estonien, il a rencontré un drôle de numéro qui semblait savoir d'où venaient ces vidéos-là. Et c'est là qu'il parle de cet homme-là, qui discute avec d'autres membres du groupe. C'est alors qu'il tente lui-même, l'Estonien, de devenir membre du groupe pour traquer l'auteur des contenus zoosadiques, mais il se heurte à plusieurs murs. Les échangeurs de contenu d'abus peuvent utiliser ce que la police appelle un système de cartes de baseball, c'est-à-dire qu'ils vont, c'est partage à partage pour pouvoir entrer. Si tu veux rejoindre, il faut que tu partages du contenu je comprends. Pour pouvoir en recevoir. Mais bien sûr, ce gars-là, il n'a pas ce genre de choses. Donc, il n'a pas pu rejoindre le groupe. Par contre, il s'est servi lui, il l'appelle son toxicomane dans le groupe pour converser ou pour aller chercher des preuves auprès de l'auteur. L'internaute lui a posé plusieurs questions à l'homme lui-même, comme pourquoi il fait ça, etc. Et il semblerait qu'il déteste viscéralement les chiens et qu'il aime le viol. C'est quelqu'un qui est attiré par le viol. Il dit lui-même être très dérangé et il s'agit selon lui d'un pur psychopathe. Et il n'ose pas lui en dire trop. Alors qu'il a maintenant accès au groupe Telegram via son nouvel ami psychopathe, l'Estonien commence à examiner tous les détails de la vidéo où l'on voit cette pauvre chienne être martyrisée et il remarque un collier orange avec un motif ou encore une genre de puce qui change de couleur sur le collier. Et on peut y lire « Great Pets Start With You ». Il fait plus de recherches et découvre que ces colliers ont une puce GPS et qu'ils sont distribués par le conseil municipal dans le territoire du Nord en Australie. Il envoie alors des photos du chien à de nombreux refuges dans les territoires du Nord pour voir s'ils peuvent l'identifier et hélas, elle est inconnue du personnel. Il envoie ensuite les photos au conseil municipal et leur demande s'il est possible que ce type de collier soit distribué ailleurs, même dans le monde. Tu sais, est-ce que ça se peut qu'il soit vraiment... Et là, bingo, ils lui disent non, on est les seuls à distribuer de tels colliers pucés aux chiens. Il avait donc potentiellement une zone géographique tout de même assez précise où chercher. Exact. Et là, le conseil municipal lui demande pourquoi il voulait savoir ça. Et c'est là qu'il leur dit tout ce qu'il sait de cet homme mystérieux sur Internet. Il leur dit toutes les informations sur l'homme, ce qu'il fait aux chiens, ce qu'il se vante de dire, ses motivations, et le conseil transmet tout ça aux enquêteurs criminels et quelques jours plus tard, la police australienne le contacte, l'Estonien, pour lui demander des informations. Il voulait entre autres qu'il décrive tout ce qu'il fait à ses pauvres chiens, comment il enregistre ses actes et où il les distribue.
Et l'Estonien leur parle des vidéos avec le plus de détails possible et du fameux collier provenant d'une région précise en Australie. Et les policiers lui disent « Attends une seconde, on a un suspect de 51 ans qui correspond à ta description. On est déjà sur sa trace, en fait, et on va bientôt perquisitionner chez lui. » Et quelques jours plus tard, les enquêteurs l'ont de nouveau contacté pour lui dire qu'ils avaient arrêté l'homme et que tout le matériel qu'il leur avait envoyé, ils l'avaient trouvé sur ses appareils numériques dans sa maison. La police l'a remercié et lui ont dit qu'il pouvait maintenant se reposer et respirer librement. L'enquêteur a souligné que l'identité du suspect ne pouvait pas encore être rendue publique, mais ils lui disent que l'homme tire un plaisir sexuel extrême de la cruauté envers les animaux. Ils ajoutent que c'est assez étrange qu'il ait pris le risque de partager ses vidéos, car c'est pas un junkie, mais quelqu'un de plutôt réussi, très instruit, même connu du public. Et cela nous amène au 22 avril 2022, alors que les enquêteurs font une perquisition chez un certain Adam Britton, dont nous avons parlé en intro. Émile, tu vas voir, ça n'a pas de sens qu'ils vont découvrir chez cet homme-là. On se rappelle que c'est une personnalité connue pour ses documentaires animaliers, un homme reconnu comme un ami et grand défenseur des animaux. Mais il avait un grand secret à cacher. Le 22 avril 2022, un mois après que Britton ait publié la vidéo en ligne, la police du Territoire du Nord et la police fédérale australienne ont perquisitionné son domicile de McMinns Lagoon, dans la zone rurale de Darwin. Les détectives ont saisi des ordinateurs, des téléphones portables, des caméras, des disques durs externes, des outils, des armes et du matériel pour chiens et des jouets sexuels. Ouais, toute cœur raide. Ouais. Ils ont également trouvé des membres de chiens sectionnés dans un congélateur, un chiot en décomposition dans un étang sur la propriété et une tête de chien sectionnée sur une propriété voisine. Je m'excuse pour tout ça, là. Il y avait sur sa propriété un conteneur d'expédition qu'il avait surnommé sa propre salle de torture personnelle où il a assassiné et exploité sexuellement des dizaines de chiens, y compris des chiots. Il y avait sur place du matériel d'enregistrement pour produire ses contenus vidéo. Les détails de ces crimes font 90 pages. Puis pour vrai, tu sais, j'en ai regardé des affaires pour vous, les distordus. Hein? J'ai regardé des images de Daisy's Destruction, le film de Luca Magnotta, en accéléré un peu, là, mais j'en ai regardé des affaires, mais ici, là, on dirait que ça me tentait pas. Je suis pas allé voir, je l'avais, là, j'aurais pu, mais non, je suis pas... non, tu sais, des fois, il vaut mieux pas mettre ces photos-là dans notre tête. Fait que, on parle, on sait pas trop, on sait pas trop au final qu'est-ce qu'il a fait à ces pauvres animaux-là. On vous a dit quelques petits trucs, mais après les détails, j'ose même pas imaginer. Non, c'est ça. Les enquêteurs avaient une preuve solide. Selon eux, Britton, âgé de 51 ans, utilisait des sites web comme Gumtree pour se procurer de nouveaux chiens, promettant à leurs propriétaires précédents qu'ils leur donneraient un bon foyer. Mon Dieu. Il prenait des photos des chiens avant de les torturer et de les tuer et communiquait des faux récits aux propriétaires de chiens et envoyait des photos expliquant que les animaux en question s'adaptaient bien. Il leur mentait carrément. C'est incroyable. Les enquêteurs ont révélé aussi que dans des groupes de discussion secrets sur Telegram, Britton a enseigné à d'autres comment reproduire son comportement. À l'occasion, il a dit à une autre personne, je le cite, « La plupart des gens veulent savoir que vous êtes une bonne personne et que le chien aura un bon foyer, qu'il aura de l'espace pour jouer, que vous le promènerez, qu'il vivra peut-être dans la maison, etc. Leur dire que vous voulez un nouveau membre de la famille après que votre ancien chien soit mort d'un cancer l'année dernière échoue rarement. » Tu sais, c'est vraiment pour manipuler ceux qui donnent leurs animaux. Dans d'autres messages, il écrit « Je parlais avec quelqu'un d'autre de la raison pour laquelle j'aime faire du mal aux chiens. Je n'en étais pas sûr au début, mais maintenant je vis pour ça. Je ne peux pas m'empêcher de faire du mal aux chiens. J'étais sadique envers les animaux quand j'étais enfant, mais je l'avais refoulé. Ces dernières années, je l'ai laissé ressortir à nouveau, et maintenant, je ne peux pas m'arrêter. Je ne le veux pas. » Avec un emoji souriant. Un sourire, après. Oui. Mon Dieu, c'est horrible. C'est des méchants aveux. Ah oui. J'ai de la misère avec ces gens-là. Là.
Les enquêteurs l'ont décrit littéralement comme un tueur en série, ce qui est vrai. Là. C'est des êtres vivants, là. Tu sais, ah oui, c'est des dizaines. Là. Tu vas en venir là, au chef d'accusation. Oui. Là. Ah non, c'est incroyable. Là. Il fait face à 60 chefs d'accusation liés à la bestialité et à la possession, l'accès et la transmission de matériel pédopornographique. Oui, parce que, ils ont trouvé du matériel pédopornographique chez lui en guise de bonus. Ah, OK, parce que je me questionnais s'il ne classait pas ça dans toute cette catégorie-là, mais non. Non, c'est en plus. On top. Oh, wow. Plusieurs vidéos montrant de la cruauté envers les animaux ont été découvertes lors de la perquisition. La police a trouvé 15 fichiers de matériel pédopornographique sur son ordinateur portable. En plus, comme si tout le reste n'était pas assez. Le 25 septembre 2023, le zoologiste et universitaire du CDU a plaidé coupable devant la Cour suprême de Darwin. Il a été placé en détention provisoire depuis son arrestation et devait comparaître à nouveau devant le tribunal pour le prononcer de la peine le 6 février 2024. Là, ça fait à peine quelques mois. Mais à ce jour, il y a toujours des délais. Oui, j'aurais aimé ça, en fait. J'avais prévu l'épisode en me disant que ça marcherait, mais hélas, on peut pas. Faut continuer la saison, mais on vous tiendra au courant, si on peut, là, de sa sentence. Oui, ça me surprendrait qu'il soit acquitté. Là. La peine maximale dans le territoire du Nord pour cruauté envers les animaux est de 5 ans, ce qui n'est pas beaucoup, je trouve. Là. Et la peine maximale pour bestialité est de 3 ans. Tu vois qu'on n'a pas le même ratio de punition. Au moment du prononcé de la peine, Britton aura déjà purgé 20 mois. Les procureurs ont affirmé que ce type de barbarie, sans précédent dans le monde, et ses aveux en ligne démontrent son incompatibilité avec la société et même une toute autre réinsertion, en fait. Ben oui, parce que qui est-ce qui dit qu'il ne va pas poursuivre envers des humains un jour? C'est vrai, tu as raison. C'est comme Magnota. Ben oui, c'est vrai, tu as raison. Hein. Puis souvent, on le dit tous que les psychopathes ont commencé jeunes à maltraiter des enfants. Lui-même le disait. Ah oui, je pense que c'est quelque chose comme 42 chiens qu'il aurait torturés, filmés aussi, la distribution de matériel. Oui. Ah ben oui. Puis j'ai pas vu non plus dans les accusations le matériel pédopornographique, mais non. C'est sûr en fait, c'est dans les accusations, mais je ne sais pas, là, en fait, en Australie, ça ressemble à quoi, là, la sentence? Effectivement. Mais tout ça cumulé, en tout cas, ça peut monter quand même. Là. Ben, je peux pas croire, là. Mais c'est rien, évidemment, à côté de si c'était des humains. Ben oui, sûr. Exact, c'est ça, parce que si on cumule, c'est 8 ans, mais je ne sais pas si on ont des peines concurrentes ou... bref, on aurait pu en parler pendant des heures. Il y a d'autres gens qui sont tombés par la bande dans cette opération, notamment un autre membre des Furries qui avait partagé, lui, du contenu avec Adam Britton. Mais bon, on va passer là, pour celui-là. Là. Ces gens-là, on leur a assez donné d'attention, je te dirais. Mais quelle histoire d'horreur. Hein? Sérieusement, là, c'est ça, la cruauté envers les animaux, ça n'a pas de bon sens. C'est... Non, c'est une corde sensible, on dirait, pour bien des gens. Oui. On dirait que c'est un peu l'innocence même. Exact. C'est un peu comme la cruauté envers les enfants. Oui. Ils ne sont pas aptes à se défendre. Là, non. Puis ils n'ont aucun consentement envers ces actes sexuels-là. Là, non, exact, malgré tout ce qu'ils peuvent dire. Là. Je lisais dans un autre article parce que, en fait, je me suis intéressé. J'ai pas le choix de comment dire? J'ai pas eu le choix de m'intéresser à la zoophilie, d'une certaine façon. Ça se place bien dans une phrase. Oui, exact. Un repas de Pâques avec les grands-parents. Mais c'est qu'il y en a qui croient vraiment, en fait, que leur animal, leur partenaire est amoureux d'eux aussi, là. Ils croient vraiment qu'ils ils disent que vraiment, quand ils font des choses avec eux, ils le font avec plaisir réciproque. Oui. C'est consensuel. Mais comment peuvent-ils envisager ça? Il ne peut pas communiquer tant que ça. Là. Ben oui, mon chat, j'ouvre le robinet pour qu'il boive un peu, puis 30 secondes après, il oublie que c'est là, il fait autre chose, puis il remiaule pour que je lui ouvre. Là, oui, c'est exact. C'est lui demander de consentir, en tout cas. Non, ça fait aucun sens, là. Ils ne doivent pas aimer ça. En plus, eux-mêmes, ils doivent détecter quelque chose de contre-nature. Donc, ils doivent être ils doivent vivre de l'anxiété ou... Comment tu exprimes ça? Donc, Dieu, ça doit être un traumatisme. Horrible. Oui, pauvres animaux, pour vrai. Non, c'est vraiment pas drôle. T'sais, on va conclure qu'on ne généralise pas. Hein?
Sur les furries, on s'entend, là, c'est les exceptions qui sont comme ça. Non, bien sûr. Adam Britton lui-même n'était pas un furries, hein, je tiens à le dire. Lui, il n'était pas un furries. Il a été alimenté par un réseau, puis il était lié à un furries quand même assez connu, là, dont le nom m'échappe. Oui. Vuart ou quelque chose comme ça, son nom. Mais oui, il y avait des furries liés avec ça, puis il a été traqué d'une certaine façon par des furries. C'est vrai, d'une certaine manière. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est retrouvé sur le blog Dogpatch. Ça a fait un gros, un gros tabac dans le monde des furries, cette histoire-là. Mais je tiens à le dire, ce n'était pas lui-même un furries. C'est le fameux documentariste qui prétendait être un ami des animaux. Mais bon, c'est ça. On veut pas généraliser, mais on voulait parler quand même de ce côté dark du fandom. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris des choses, les distordus. Moi, j'en ai appris peut-être trop. Exact. Un autre rabbit hole qui, en tout cas, qui a été encore une fois très, très troublant. On est là pour ça, hein. On est là pour scruter les bas-fonds du web, guys. Ne nous en voulez pas. Dans l'after show, en fait, pour nos membres Patreon, si vous n'êtes pas membre, c'est peut-être votre moment de le devenir. On va parler des pires fandoms toxiques. On va parler des Swifties. Eh oui, on vous a à l'œil, les Swifties. Je suis un peu un Swiftie, moi aussi, à mes heures. Oui, moi aussi. Ben oui, mais on va parler d'autres histoires. On va parler de BTS, de K-pop. On va parler de la série télé Sherlock aussi. Oui. On va parler de quelques fandoms musicaux aussi. Donc, un petit peu plus léger que notre épisode principal aujourd'hui, mais ça va être très intéressant. Donc, on espère vous y voir là. Sinon, vous pouvez nous trouver partout ailleurs. Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, maintenant X, TikTok aussi, où on a plein de Disto News. Et justement, si vous n'êtes pas membre Patreon et que vous le devenez maintenant, vous avez tellement de contenu, c'est crazy. Ah, ça n'a aucun sens. Puis l'air de rien, on arrive vers la fin de la saison, guys. Hein? Je ne sais même plus combien il reste d'épisodes, mais c'est un ou deux. C'est pas beaucoup. Et donc là, il va y avoir un épisode secret, en fait, pour les membres Patreon qui ne sortira jamais au grand public. Et dites-vous que ça fait quand même 3-4 ans qu'on a le Patreon. Donc, il existe, si vous êtes membre maintenant, il existe déjà 3-4 épisodes secrets pour vous, ainsi que des dizaines et des dizaines d'after-shows. Donc, n'hésitez pas. Rejoignez notre Patreon. Et justement, parlant de vous, c'est le moment de vous remercier, chers membres. Je te laisse commencer, Seb. Je donne un gros high five à Camille S., Marie-Ève B., Magali M.L., Franck Blouin et Éric 343. Une grosse poignée d'amour à Émile G.M., un autre Émile, à Myriam L., à Doug, à Joël D. et à Gabriel M. Je poursuis à Alexandre G., Élodie A.G., Axel P., Étier 28 et Mathieu D. Une bonne tape dans la main à Mégane, à Myriam C., à Mellel avec 3 L, à Martine B. et à Yannick B. Et je conclus, on vous remercie, on vous aime, Lalou, Audrey TG, un autre Seb. On sait que c'est toi. Oui, c'est ça. Camille C. et Billy C. Merci beaucoup à vous. Et pour terminer, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? Si vous cherchez un fandom safe et inclusif, rejoignez les Distordus sur notre groupe privé Facebook ou sur Patreon. Vous n'aurez pas besoin de tuer votre vie dans un costume en fourrure. Oh non. Fait chaud.